ce soir d'avoir avec nous plusieurs personnes qui connaissent bien la transplantation cardiaque, à la fois sur le plan médical, mais aussi du côté des patients. Et j'ai le privilège de co-modérer cette session avec M. Dulz, qui est le président de Cœur et Maman. Cœur des Mamans, pardon. Pour commencer, nous allons écouter, et nous la remercions, le docteur Chahida Varnous, qui est la plus grande spécialiste de France dans le suivi et dans la prise en charge des patients greffiers, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière. Vous connaissez la Pitié-Salpêtrière. Je pourrais dire que c'est la Mecque de la transplantation française. C'est là où s'est passée la première transplantation par le professeur Cabrol, et c'est là où se réalise le plus grand nombre de transplantations en France. Chahida, merci beaucoup. On te laisse la parole. Merci beaucoup, Pascal. Merci également à tous les organisateurs et tous les participants de m'avoir invité et m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et partager cette session avec vous. Effectivement, donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous résumer un petit peu les actualités en transplantation cardiaque aujourd'hui et bien évidemment être à votre disposition pour les échanges et les questions. Donc, écran partagé. Je vais commencer par mes diapos. C'est bon, vous les voyez? Non, pas encore. Pas encore. Bon, si vous voulez, je peux les partager, docteur Varnous, si vous en comptez. Vous voulez que je réessaye? Comme vous voulez. Sinon, vous me dites et je partage votre PowerPoint. Comme vous voulez. Attendez, je retente parce que tout à l'heure, ça a marché. Oui, ça fonctionnait très bien. Il est là. Et je retourne sur partager. Et parfait. Je le mets en diaporama. Super. Bon, cette fois? C'est parfait. Bon. Donc, tout d'abord, effectivement, il y a eu énormément de progrès dans la prise en charge médicale et médicamenteuse de l'insuffisance cardiaque avec les différentes classes thérapeutiques. Et nous, le traitement chirurgical de l'insuffisance cardiaque avec la transplantation cardiaque en premier et les assistances circulatoires en second arrive au bout de la chaîne après échappement à tout le reste. Donc, le traitement médical, la resynchronisation et la réadaptation. Et puis donc, si le patient, malgré tout ça, reste symptomatique avec un pronostic qui reste réservé, on peut lui proposer le traitement chirurgical de l'insuffisance cardiaque, qui actuellement, donc, il s'agit de la transplantation et de l'assistance circulatoire, dont je vous dirai quelques mots. Donc, les indications de la transplantation, donc le patient est en insuffisance cardiaque. On vient d'en parler, avec un cœur extrêmement malade qui n'arrive plus à pomper, à assurer le débit cardiaque suffisant. Il faut que les autres organes soient suffisamment en forme, entre guillemets, en bon état pour diminuer les risques opératoires de cette transplantation cardiaque et la survie en post-greffe. Et puis, il faut bien entendu que le patient adhère au projet et qu'il puisse accepter cette nouvelle vie avec la greffe, avec les contraintes de suivi de patients transplantés cardiaques, avec donc un suivi quand même extrêmement, je dirais, contraignant et la prise des médicaments pour toute la vie, parce que le traitement anti-rejet, le traitement immunosuppresseur, c'est un traitement qu'on prend toute la vie après la transplantation cardiaque. Les cardiopathies qui amènent à la transplantation cardiaque sont majoritairement les cardiopathies dilatées, les cardiopathies donc dilatées non ischémiques et les cardiopathies ischémiques, que ce soit les données des États-Unis, que ce soit les données de l'Europe ou dans les autres pays. Et les autres cardiopathies, cardiopathie hypertrophique, cardiopathie congénitale, cardiopathie valvulaire, cardiopathie restrictive ou la retransplantation représente à peu près 3 à 4, 5% de l'activité de transplantation cardiaque.
Quand on regarde les courbes de l'Agence de biomédecine, donc qui est l'agence d'État qui répartit les organes sur le territoire français, et donc les données, c'est un registre exhaustif, donc toutes les greffes réalisées en France concernant n'importe quel organe, cœur, foie, rein, poumon, sont répertoriées dans la base de données de l'Agence de biomédecine. Donc, c'est une base de données exhaustive et tout à fait fiable. Et donc, quand on regarde les résultats concernant la transplantation cardiaque, on voit qu'on a entre 390 et à peu près 400 au pic, 477 transplantations cardiaques qui a été donc réalisée en 2016 sur les dernières années. Bien entendu, il y a 40 ans, au début de la transplantation, on transplantait beaucoup plus. Et puis, donc, quand on regarde le nombre de patients inscrits, donc c'est à peu près la somme des courbes jaunes et rouges, on a à peu près un peu plus de 800 patients inscrits sous la liste d'attente nationale de transplantation cardiaque, et il y a à peu près donc aux alentours de 400-450 patients transplantés par an. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un greffon cardiaque pour 2 patients, et donc on peut encore aujourd'hui parler quand même d'une pénurie d'organes. J'attire votre attention sur le fait que l'année 2020, avec l'épidémie de Covid, était une année quand même qui a eu des conséquences sur le nombre de transplantations cardiaques en France, et on était à 370, donc une baisse quand même relativement significative de nombre de transplantations qui est en train d'être rattrapée sur l'année 2021. On revient à nos chiffres précédents. Alors, sur les nouveautés en transplantation cardiaque, un mot de score au moment de l'inscription de patients sur la liste de greffe. Donc, depuis maintenant 3 ans, les patients, quand ils sont inscrits sur la liste d'attente de transplantation, ils ont un score qui est un score en chiffres qui va de 150 jusqu'à 1050 points, et donc en fonction de leur gravité. Donc, il y a des paramètres biologiques, il y a la présence ou pas de l'assistance temporaire qui font que le patient est estimé grave avec un score, donc un index de gravité qui va jusqu'à 1000, 1050, ou moins grave et qu'il est dans les 200, 300 en attente de la liste. Et puis, en résumé, sans rentrer trop dans les détails, après, si vous avez des questions, on peut en discuter ensemble. Cet index index de risque cardiaque qui est calculé au moment de l'inscription du patient est modulé par les différents paramètres qui interviennent au moment de la proposition du greffon. C'est l'âge du donneur, c'est le groupe sanguin, bien sûr, la morphotype du donneur, et le morphotype du donneur est en fonction du poids, taille, etc. Et effectivement, aussi intervient la géographie, la distance entre le patient donneur et le receveur. Avec tout ça, donc tous ces facteurs qui peuvent moduler cet index de risque, le patient, au moment où il y a un appel, il y a un score final qui sort, et le greffon est proposé au patient, en particulier avec son score, donc le patient le plus compatible. Quand on regarde les résultats de la transplantation cardiaque en France, donc ce sont les données de l'Agence de biomédecine, on voit effectivement qu'on a fait des progrès en termes de survie en fonction des périodes. Et sur la période récente, on est aux alentours pendant la première année, on est aux alentours de 80-85% de survie. Et puis avec une survie moyenne qui est aux alentours de 50% à 10 ans post-greffe cardiaque. Après, il y a des patients qui ont plus de 20 ans de survie avec leur premier greffon cardiaque. Nous, quand on avait regardé dans notre expérience, notre cohorte de patients il y a quelques années, et nous avions 120 patients qui avaient plus de 20 ans de survie avec leur premier greffon cardiaque. Et il y a toujours possibilité de proposer une retransplantation cardiaque. Là aussi, c'est un point qu'on peut discuter éventuellement ensemble dans la discussion. Quelles sont les complications post-greffe? Alors, premièrement, le rejet aigu, même si, comme vous pouvez le voir sur les données internationales, on peut voir qu'effectivement, l'incidence du rejet diminue avec le temps parce qu'on a des médicaments beaucoup plus efficaces en termes de traitement immunosuppresseur, et donc on peut mieux faire le diagnostic de rejet, et donc les deux font qu'on prend mieux en charge
le rejet des patients, donc en termes de prophylaxie, en termes de traitement. Mais malgré ça, il y a quand même à peu près 15% de rejet, 15 à 20% de rejet pendant la première année post-greffe. Il y a une complication que je n'ai pas notée sur ma diapositive et je m'en excuse, ce sont les infections. Les infections sont aussi une des complications majeures après la transplantation cardiaque parce que, comme vous le savez, le traitement immunosuppresseur diminue notre immunité partiellement et donc on a moins de moyens de défense et de contrôler les virus, les champignons, les bactéries, et donc les infections sont tout au long de la vie d'un patient transplanté cardiaque. Il faut faire très attention et les prendre en charge très rapidement pour pouvoir les contrôler et les traiter rapidement. Alors, troisième complication, c'est la coronaropathie du greffon, c'est-à-dire les artères coronaires du greffon peuvent, ce qu'on appelle le rejet chronique, avec le temps. La physiopathie de cette coronaropathie du greffon n'est pas très bien établie, mais il y a des facteurs qu'on connaît et qu'on maîtrise et qu'on peut prendre en charge. Et c'est le rejet chronique et c'est la deuxième cause de décès avec les cancers après la transplantation cardiaque à moyen terme, donc à 10 ans. Donc, cette coronaropathie du greffon, comme sur ce schéma de coronarographie, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des sténoses, les artères sont vraiment grignotées, occluses en distalité. Donc, vous voyez, et donc, du coup, quand on arrive à ce stade et qu'on ne peut plus mettre de stent sur les artères coronaires et réouvrir les sténoses, eh ben, on peut proposer une retransplantation aux patients si les autres critères sont acquis. Et puis donc les cancers dont on a parlé avec le cancer de peau qui est le cancer le plus fréquent comme dans toute suivi des patients transplantés d'organes solides. Et puis après, bien sûr, il y a les cancers d'autres organes et le syndrome lymphoprolifératif post-greffe, effectivement, où dans une étude assez récente sur une grande population de patients, ce qui a été montré, c'est qu'en termes de cancer, effectivement, aussi bien le cancer de peau que le cancer des autres organes solides, eh ben, c'est en augmentation sur les dernières années. Il y a probablement deux causes à ça. Premièrement, qu'on transplante de plus en plus de patients âgés, donc le risque de cancer est plus important, comme vous le savez, après 60 ans. Et deuxième raison, c'est que probablement on a encore des progrès à faire dans le dépistage des cancers et la prise en charge précoce des cancers pour essayer de vraiment diminuer les risques. Alors, les autres comorbidités après la transplantation cardiaque, hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et l'hypercholestérolémie, le diabète. Et donc, pareil, ce sont aussi également les facteurs de risque de coronaropathie du greffon, en particulier l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie. Donc, une prise en charge adaptée et précoce est toujours un bénéfice et ça prévient l'apparition de maladies coronaires du greffon. Comme vous pouvez le voir, donc il y a le pourcentage des patients qui ont une hypertension artérielle est quand même très important après la greffe. Il y a des patients qui se retrouvent sous 2 voire 3 traitements pour l'hypertension artérielle. Et il faut vraiment être attentif à ça. Un mot sur l'âge avancé. L'âge avancé n'est pas une contre-indication absolue à la transplantation cardiaque. Les recommandations internationales nous préconisent de considérer l'indication de la greffe, même chez un patient qui a plus de 70 ans, même si, comme vous pouvez le voir sur les courbes de survie, la survie est moins bonne quand le patient a plus de 70 ans. Mais il est toujours possible de sélectionner les patients en choisissant les patients qui ont le moins de comorbidité, le moins de facteurs de risque pour qu'ils puissent bénéficier de cette greffe et s'en sortir vivants et puissent bénéficier de quelques années de survie. Et chez les patients âgés, il y a une autre alternative aussi qu'il faut tenir compte et ce sont les assistances circulatoires. Et donc, un mot sur les assistances circulatoires, il y a 2 types d'assistances circulatoires au long cours. Il y a le cœur artificiel total, qui est pour l'instant l'indication actuelle toujours en attente de transplantation, c'est-à-dire un patient qu'on a inscrit sur la liste de greffe et qui se dégrade sur la liste de greffe, on ne lui trouve pas un greffon compatible, et ben, on peut toujours l'implanter d'un cœur artificiel total quand surtout les 2 ventricules gauche et droite dysfonctionnent et en attendant qu'on lui trouve un greffon compatible et qu'on puisse le transplanter dans les bonnes conditions. Et puis, les assistances monoventriculaires gauche, qu'on appelle les LVAD, où il y a plusieurs indications. Ça peut être
comme la précédente, comme le cœur artificiel total en attente de transplantation, les assistances monoventriculaires gauche ont l'avantage de pouvoir être implanté sur le cœur du patient, alors que le cœur artificiel total, on enlève le cœur natif et on met le cœur artificiel à la place. Alors que sur les assistances monoventriculaires gauche, on implante une canule au niveau de l'aorte, on implante une canule au niveau de la pointe du ventricule gauche, la pompe elle est là, et donc du coup, cette assistance donc, assiste le cœur. Donc, ça, par contre, on peut l'utiliser que quand il y a une atteinte monoventriculaire gauche, c'est-à-dire que le ventricule droit, le côté droit du cœur, fonctionne correctement. Et donc, cette assistance-là peuvent être comme le premier en attente de transplantation chez les patients qui ont juste une atteinte monoventriculaire gauche, et donc ils sont en liste d'attente, ils se dégradent, on les implante de LVAD et ils seront dans 3 mois, dans 6 mois, transplantés dans les bonnes conditions et ils pourront rester en vie et attendre leur greffon cardiaque. Ça peut être utilisé en attente de décision. Par exemple, un patient qui vient d'avoir un cancer, il y a par exemple 6 mois, qui vient d'avoir un cancer du sein, qui vient d'avoir un traitement efficace, chirurgie, chimiothérapie, plus ou moins un traitement autre de cancer du sein. Et donc, on est un peu précoce dans les 6 premiers mois à aller vers la greffe et mettre un traitement immunosuppresseur chez le patient qui vient de sortir d'un traitement de cancer. Et donc, on peut toujours éventuellement envisager de lui poser, si vraiment le cœur est au bout du rouleau, et on peut lui proposer la pose d'une assistance monoventriculaire gauche et prendre du recul par rapport au cancer et pouvoir transplanter le patient, l'amener à la transplantation au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, dans les bonnes conditions, quand on sera sûr que le cancer est en rémission et qu'il n'y a pas de récidive. Et donc, du coup, on prend le moins de risques possible pour le patient. Les LVAD, ces assistances-là, peuvent être utilisées au long cours chez les patients qui sont contre-indiqués à la transplantation. Et donc, par exemple, un patient très âgé, avec un état général quand même médiocre, où on ne peut pas aller à la transplantation et lui infliger toute la lourdeur du traitement immunosuppresseur, et on peut lui proposer une assistance monoventriculaire gauche au long cours. On a un recul à peu près de 10-12 ans avec ces machines, et ça peut être une alternative. Chez certains patients, et c'est la dernière indication, c'est en attente de récupération. Par exemple, un patient qui a fait un infarctus aigu, qui a vraiment mis au tapis son muscle cardiaque, son ventricule gauche, mais il y a des artères coronaires qui sont sténosées, mais qui peuvent être pontées. Et puis, s'il y a une viabilité au niveau du muscle cardiaque, on peut lui proposer un pontage, mais le ventricule est très fatigué, donc on peut compléter cette chirurgie de pontage par la pose d'une assistance monoventriculaire gauche, donc qui assiste le ventricule gauche. Et donc, parfois, dans les 6 mois, dans l'année qui suit l'opération, le cœur récupère et on peut enlever la machine. Vous voyez, on met un patch là, on réopère donc le cœur, on enlève la canule aortique, on enlève la canule au niveau du ventricule, la pointe du ventricule, on met un patch à ce niveau-là, et donc du coup, le cœur du patient se remet en marche assez correctement et il n'a plus besoin ni d'assistance ni de greffe. Voilà un peu le résumé de ce que je voulais partager avec vous et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Dr Warnous. Très rapidement, avant de passer à la deuxième présentation, la sélection des patients est quand même rigoureuse, mais d'un autre côté, il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est vraiment réservé qu'à une seule élite. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ce que je viens de dire? Absolument. Au contraire, c'est-à-dire effectivement, il faut que ce soit le plus large possible. Nous, dans les communications qu'on fait, que ce soit avec les collègues cardiologues, les collègues généralistes, etc., c'est quand vraiment on voit qu'il y a un tournant dans l'évolution de la maladie cardiaque du patient, avec une dégradation des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, majoration des doses de l'Azilix parce que le patient en a besoin et que on y va crescendo sur augmentation des doses de diurétiques
ou un début de l'insuffisance rénale ou perturbation du bilan hépatique, etc., qui sont des critères de gravité, disent qu'il y a un tournant. Le discours, c'est effectivement, il faut qu'on évalue les patients, il faut qu'on travaille sous forme d'un réseau tous ensemble, en collaboration avec les différents spécialistes, des médecins traitants des patients, pouvoir les voir dans nos centres de référence qui sont le traitement chirurgical d'insuffisance cardiaque, pour pouvoir discuter avec le patient, avec les correspondants de l'indication de la greffe. Et j'insiste bien sur le fait que tout ce que nous, on propose comme soignants, la décision finale appartient bien entendu, comme d'habitude, au patient. C'est sa vie, c'est son avenir, et c'est lui qui prend la décision de dire j'y vais ou je n'y vais pas. Le fait de venir et d'envisager la solution ne veut pas dire je suis dans le circuit et j'y vais. Ça veut dire je vais écouter les informations qu'on me donne, je vais me renseigner, je vais voir s'il y a une solution autre pour moi, et puis après, en fonction de toutes ces informations, je prends ma décision. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation. Je laisse la parole à M. Dulls, qui va nous présenter la prochaine personne qui va parler. Merci, Pascal. Ah, on ne vous entend pas, M. Dulls. Votre micro est fermé. Oui. Oui, écoutez, je suis un petit peu ennuyé parce que je n'ai pas eu de renseignements concernant la prochaine. Alors, si Lisa pouvait nous aider. Bonsoir. On va avoir Louise Droguet qui va nous parler, qui fait partie de l'association de la Ligue contre la cardiomyopathie et qui va nous parler justement sous forme de témoignage sur son point de vue de patient. Merci Louise. Donc, bonjour à tous. Donc oui, comme Lisa a dit, moi je vais vous parler un peu de la greffe cardiaque du point de vue du patient. Alors, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir maintenant. Parfait, Louise. Juste Okay, mettre votre diaporama et c'est super. Hop, c'est en train de se mettre. Parfait. Ok, très bien. Alors, du coup, je vais vous parler de la transplantation du point de vue patient. Donc, j'ai 21 ans et j'ai été transplantée en mai 2021, donc ça va faire 6 mois. Donc, j'ai été transplantée à cause d'une cardiomyopathie hypertrophique qui était à un stade assez avancé. J'avais développé beaucoup d'insuffisance cardiaque. Et donc, c'est vrai que mon mode de vie était assez compliqué. Je ne pouvais plus faire tout ce que je voulais. En 2021, on m'a posé un défibrillateur sous-cutané. Et puis, du coup, cette année, en février, à la suite d'un rendez-vous, on va dire d'un contrôle de routine, les résultats n'étaient pas très satisfaisants. Du coup, on m'a parlé de la greffe cardiaque et on a entamé un peu tous les bilans, toutes les procédures et tous les examens pour savoir si c'était justement la bonne solution. Alors, donc la première étape dans le processus de transplantation, c'est le bilan pré-transplantation. Donc, c'est une période où on va réaliser de nombreux examens médicaux. Vraiment, on est examiné, que ce soit au niveau dermato, que ce soit même au niveau ORL, on est vraiment examiné de partout. Donc, ça permet d'identifier s'il y a justement des contre-indications à la greffe, d'anticiper un peu toutes les infections, les éventuels risques qui pourraient arriver suite à la greffe. Donc, comme le docteur Shaina Vanos nous disait, on devient des patients immunodéprimés. Du coup, en fait, le bilan pré-transplantation permet de vraiment vérifier si on ne peut pas essayer de diminuer le risque d'infection après greffe. Donc, par exemple, pour ma part, c'était quelque chose de tout simple. Je me suis fait retirer les dents de sagesse juste avant. Donc, c'était comme ça une petite opération plutôt simple, mais qui, réalisée avant la transplantation, pouvait éviter des infections inutiles donc une fois transplanté. Donc voilà, et ce bilan nous permet également d'établir notre profil, donc le profil du receveur, donc avec quel donneur on pourrait être compatible. Tout au long de ce processus, bien sûr, il y a une
concertation avec le corps médical, on échange constamment avec nos cardiologues, avec les infirmières. Vraiment, on est vraiment au centre de ce bilan, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui est très important d'échanger. On peut poser toutes nos questions, tous nos doutes, donc voilà, c'est vraiment très très important ce moment. Oui, c'est vraiment à nous que revient la décision finale pour savoir si oui ou non on veut donc se faire transplanter. Donc on a le dernier mot là-dessus. Et une fois qu'on dit oui, on va être inscrit donc sur la liste d'attente de greffe cardiaque, donc qui est du coup donc de l'agence de biomédecine. Donc voilà, on va recevoir après un petit papier de félicitations pour notre inscription. Donc voilà, une fois qu'on est sur la liste d'attente, donc, à tout moment, on peut être contacté donc, pour recevoir notre nouveau cœur, donc le greffon. C'est un moment qui est un peu stressant, je l'avoue. Au début, ça me faisait un petit peu peur, mais finalement, on s'y fait très facilement parce que c'est vrai qu'on peut être appelé à tout moment, à n'importe quelle heure. Donc, ça ne prévient pas, mais finalement, ça se fait quand même plutôt bien. Pour ma part, je n'ai pas attendu très longtemps. J'ai dû attendre 3 semaines, donc tout est allé très vite. Je suis très vite passée en urgence sur la liste d'attente. Donc tout ça est allé très très vite, donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir là-dessus. Ensuite, donc une fois qu'on est appelé, donc bien sûr on va directement à l'hôpital. On nous explique encore une fois tout ce qui va se passer. On nous dit bien qu'à tout moment on peut ne pas être transplanté, puisque lors des ultimes vérifications entre le donneur et le receveur, il peut toujours y avoir des petites incompatibilités ou des doutes. Donc c'est vrai qu'on nous prévient beaucoup là-dessus. Donc voilà, donc une fois qu'on part en salle d'opération, on est opéré et on se réveille donc en réanimation. On va y rester une dizaine de jours en réanimation. Puis ensuite, on va donc continuer notre parcours dans le service de cardiologie. Quand j'ai pu discuter avec d'autres patients, c'est vrai que c'est une opération qui n'est pas forcément douloureuse, c'est une grosse opération. Mais là-dessus, c'est plutôt un point positif. C'est pas quelque chose qui est très, très, très douloureux. Bon, effectivement, c'est pas facile, mais c'est pas quelque chose qui marque vraiment la douleur de la transplantation. Ça se fait quand même plutôt relativement bien. Donc voilà, donc en tant que patient, le conseil que je peux vous donner, bien sûr, c'est de se faire accompagner tout au long de la transplantation, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd, de très compliqué à réaliser tout ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, on nous propose d'être suivi. C'est vraiment quelque chose qui est très très important pour donc notre rétablissement et tout ce qui va avec. Ensuite, donc justement, ce rétablissement, donc dans un premier temps, donc ça se fait à l'hôpital. C'est là un peu où on va nous apprendre tous nos médicaments, on va devoir les connaître, savoir un peu quel rôle ils ont. On va également apprendre notre nouveau mode de vie, comment faire par exemple si on oublie nos médicaments, comment faire si on est malade, comment réagir face à des infections. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu beaucoup, mais ce sont vraiment des petites choses sur lesquelles on s'habitue très vite. Par exemple, comment réagir quand on se coupe pour éviter toutes les infections. Donc finalement, c'est des choses qu'on va apprendre assez facilement. Et puis, on est très suivi. Si on a la moindre question, on sait qu'on peut demander à l'hôpital. Donc là-dessus, c'est quand même très, très rassurant. Donc à l'hôpital, on va y rester souvent 1 mois. Ça dépend des patients, encore une fois, mais à peu près 1 mois à l'hôpital, on va passer. Ensuite, donc, vient la rééducation. Donc, la rééducation, on y va juste après l'hôpital. Souvent, c'est 3-4 semaines. Donc là, c'est vraiment pour notre mise en forme. On va refaire un peu d'activité physique, récupérer un peu de muscle. Donc, c'est très important. On va découvrir aussi son nouveau corps, tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant et tout ce qu'on peut faire maintenant. On va aussi devenir un peu plus autonome parce qu'on sort de l'hôpital, on commence à être un peu plus autonome, à gérer nos médicaments. Donc c'est vraiment une étape qui est très importante parce que sortir de l'hôpital comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. On est tellement encadré, tellement entouré que d'un coup, on se retrouve un peu seul. Mais donc c'est pour ça que la rééducation, c'est vraiment très très important. Et encore une fois, si on a des questions, si on a des doutes, l'hôpital est vraiment toujours très très présent. Donc le rétablissement, c'est vraiment un processus qui est assez long. Moi, là, aujourd'hui, ça fait 6 mois et je vais vraiment plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des moments où c'est plus difficile que d'autres. C'est pas tout simple là-dessus. C'est quelque chose qui est quand même long, mais qui, par la suite, apporte tellement d'avantages. Donc voilà.
Ensuite, on va avoir donc le retour chez soi. Donc pareil, c'est une période qui peut être un peu, encore une fois, stressante parce qu'on sort de vraiment toute structure médicale. On n'est plus en rééducation, on n'est plus à l'hôpital. Cependant, vraiment, en tant que transplanté, on a le privilège d'avoir un contact du coup permanent à l'hôpital, avec l'hôpital qu'on peut appeler vraiment jour et nuit si on a un problème, si on a une question, si on oublie ses médicaments. Même je sais que certains patients avaient oublié leurs médicaments, par exemple en partant en voyage ou autre. Et avec l'hôpital, souvent, on trouve toujours des solutions. Donc voilà, il n'y a jamais vraiment de problème, il n'y a que des solutions. Ensuite, une fois chez nous, donc on a un suivi qui est très important. Au début, c'est tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, on part en hospitalisation de jour, donc une journée à l'hôpital. On va avoir biopsie, échographie, des radios, enfin des prises de sang. Donc on est très suivi là-dessus. C'est très important de communiquer avec son médecin, par exemple sur des effets qu'on peut avoir, des effets indésirables, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qu'on ressent, et pour que le traitement nous convienne au mieux. Donc voilà, donc ça c'est très important. Puis donc les consultations, elles vont bien sûr s'espacer. Moi là par exemple, donc au début c'est tous les 15 jours, ensuite tous les mois, toutes les 4 semaines. Et là, je vais passer à toutes les 6 semaines. Donc, on prend petit à petit son envol. On est moins souvent à l'hôpital. Donc, ça, c'est quand même, ça fait du bien. Donc, on va avoir un retour à la vie normale. Donc, possibilité de pratiquer des activités physiques. On n'a plus d'essoufflement. Puis, je dirais, au bout d'un an, à peu près de la greffe, on peut vraiment commencer à vraiment voyager. Enfin, même moi, là, cette année, par exemple, je sais que j'ai le droit de déjà voyager. Donc après, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'à nouveau avoir des projets, de pouvoir se projeter et d'essayer de vivre une vie la plus normale possible, surtout quand on a été habitué donc, toute sa vie à vivre avec donc, une maladie cardiaque. Donc voilà. Petit à petit aussi, on va avoir une diminution des médicaments. C'est vrai que quand on sort de l'hôpital, on a vraiment une trentaine de médicaments, mais ça va vite diminuer. Et puis après, bien sûr, on aura les anti-rejets qu'on gardera à vie. C'est vraiment des habitudes à prendre. Euh, Après, l'avantage souvent, c'est que quand on est atteint d'une maladie, déjà, on a l'habitude de prendre des médicaments. Donc, je sais que l'adaptation n'est pas trop difficile. Après, sinon, aujourd'hui, avec nos téléphones, c'est pratique. On a tous les transplantés que je connais, on a tous nos alarmes pour prendre nos médicaments donc à heure fixe. Voilà, puis ensuite, donc vivre en tant qu'immunodéprimé, avec les médicaments qu'on a, effectivement, notre système immunitaire est bien réduit. Donc, c'est des habitudes de vie à prendre, il faut faire plus attention. Grâce à la pandémie là, du Covid, c'est vrai qu'on a pris des habitudes, on a adopté des gestes barrières, donc là-dessus, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'on a l'habitude de tous porter le masque, de se laver les mains. On fait attention, puis dès qu'on ne se sent pas très bien, il faut qu'on prenne rapidement rendez-vous donc avec notre médecin. Et puis petit à petit, de toute façon, on va connaître son corps et on va savoir quand est-ce que c'est important d'aller consulter. Donc voilà, c'est que avec les consultations que j'ai donc à l'hôpital, on rencontre pas mal de transplantés et c'est vraiment bien d'échanger avec eux. On voit un peu comment tout le monde s'est habitué donc, à cette nouvelle vie et comment tout le monde gère un peu les contraintes qu'il peut y avoir du coup des suites de la transplantation. Donc voilà, donc c'est que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très positif. Après, on ne revient pas à une vie normale, on change vraiment de maladie. On devient transplanté parce que c'est pas parfait. Hein, on a quand même un suivi qui est très lourd, des médicaments qui sont très lourds et qui ont leur lot d'effets secondaires. Mais globalement, moi, par exemple, ça fait que 6 mois et je vois déjà énormément la différence. Donc voilà, mon expérience en tant que patiente. Merci beaucoup. Un témoignage extrêmement important. C'est fondamental pour nous d'avoir ce lien entre les patients et les soignants. C'est une nouvelle vie, effectivement, avec une nouvelle thérapeutique, une autre maladie. Alors, j'ai rapidement une question venant du chat. Est-ce que vous avez eu un soutien psychologique lors de cette prise en charge, à la fois avant et après? Oui, alors à partir du moment où on a le bilan de pré-transplantation,
On nous propose à l'hôpital, si on veut du coup un suivi psychologique. Si jamais on nous le propose pas, il faut vraiment le demander. C'est ce que je disais, je pense que c'est vraiment très très important. Tout au long de la transplantation, de se faire suivre. Je me fais encore suivre aujourd'hui parce qu'il y a tellement de changements et puis tellement de choses. Donc oui, on a un suivi là-dessus. Tous les mois, quand je retourne au CHU, je peux voir mon psychologue. Donc là-dessus, on nous pousse à, si on le souhaite, se faire suivre par un psychologue. Merci beaucoup. Moi, je ne vous ai pas connu avant, mais quand on voit le résultat, je pense que la transplantation, c'est vraiment une réussite et c'est vraiment fondamental de proposer cette prise en charge aux patients quand c'est nécessaire, bien entendu. On va enchaîner et je vais maintenant demander à Madame Claire Macabio, qui est présidente de la Fédération France Greffe Cœur et Poumons, de nous apporter son témoignage. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, Madame Macabio, tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Ouais, oui, Est-ce que, sinon, je peux partager votre écran, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Là, non. Là, non. Alors, je ne suis pas une pro de l'informatique, moi. Je vais vous partager l'écran, si vous voulez. Ouais, je passerai les diapos. Simple. Ça vous va? Oui, allez-y. C'est bien ça? Vous me dites? Est-ce que tout Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à cette réunion. Alors, moi, j'ai un parcours un peu différent. D'abord, ça fait déjà très longtemps que j'ai été greffée. Donc, je suis née en avril 47, donc je suis plus très jeune. Et à l'époque, je n'avais jamais été malade. En avril 97, suite à une mauvaise toux et une forte fatigue, j'ai mes collègues de bureau qui en avaient assez de m'entendre tousser et m'ont presque emmenée chez un médecin proche de mon travail. Celui-ci d'abord a détecté un mauvais rhume et comme je partais au sport d'hiver, il s'est dit « c'est pas grave, ça va passer ». Par contre, retour des sports d'hiver, ça ne s'arrange pas. Je suis obligée de dormir assise et je vais toujours au travail, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Je ne suis pas de nature inquiète. Alors, en fait, pour vous dire là franchement, je mangeais des petits bonbons d'eucalyptus pour pouvoir prendre le métro, le RER, etc. Donc, comme ça ne s'arrange pas quand même, je vais consulter le médecin qui avait suivi mon mari pendant sa longue maladie. Celui-ci me donne un traitement et il me prescrit une radiographie. Le radiologue paraît inquiet et me dit de consulter le plus rapidement possible. La diapo après, voilà. Donc, ensuite, comme je n'allais toujours pas vraiment bien, j'ai demandé à mon neveu de m'emmener chez un médecin qui m'a fait hospitaliser tout de suite à l'hôpital Sainte-Camille de Brie-sur-Marne. Là, j'ai été pris en main tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir le professeur de cardiologie qui était aux urgences. Donc, tout de suite, tout s'est enchaîné très vite. De septembre à décembre, j'ai été hospitalisée à maintes reprises. À l'époque, je ne sais pas si on en fait encore aujourd'hui, mais on faisait énormément de ponction pleurale. Et c'est vraiment mon plus mauvais souvenir. C'est vraiment horrible. Après, on a diagnostiqué une cardiopathie dilatée idiopathique, très évoluée, et j'ai été inscrite sur la liste d'attente le 22 décembre. Ce n'était pas géré par l'agence de biomédecine à l'époque. Donc, il n'y avait pas le score cœur, il n'y avait pas tout ça. J'ai été hospitalisée en soins intensifs et comme c'était le moment des fêtes de fin d'année, j'ai demandé à sortir pour au moins fêter le 31 décembre avec ma famille. Et après, je me souviens de rien. Sincèrement, je peux vous raconter que ce qui s'est passé. Donc, le 1er janvier, mon frère est passé me voir. Il n'a rien trouvé d'alarmant. Le 2 janvier, ma mère m'a trouvé inaudible au téléphone, a demandé à mon frère de venir me voir et celui-ci m'a trouvée inconsciente. Donc, le médecin lui a conseillé d'appeler le SAMU et dans la soirée, j'ai été conduite par le SAMU, encadrée par les motards à l'hôpital Henri Mondor. Tout le quartier a été en émoi, je peux vous dire. Et juste le temps pour mon frère de remplir les démarches, il a rencontré le personnel du SAMU qui lui a annoncé que j'étais transplantée. Donc, grâce à toute cette chaîne de solidarité, je suis encore là aujourd'hui pour pouvoir vous en parler
et j'avais bientôt fêté mes 24 ans de greffe. Alors, d'après mon compte-rendu opératoire, je sais que l'intervention s'est déroulée sans difficulté technique, que je suis arrivée à l'hôpital Henri-Mondor ventilée en très grand bas débit cardiaque et qu'il a eu quelques difficultés post-opératoires nécessitant la pose d'un pacemaker, que j'ai changé déjà plusieurs fois depuis. Je suis restée en soins intensifs jusqu'au 20 janvier, puis au service de cardiologie. Et j'ai été envoyée en convalescence le 5 mars. Alors, comme l'a dit Louise tout à l'heure, tous les contrôles successifs, etc. Et moi, j'ai repris mon travail 9 mois après la greffe, jusqu'à l'âge de ma retraite. J'ai repris une vie normale, j'ai pu voyager, par exemple, Guadeloupe, Martinique, Mexique, Ouest américain, Vietnam, tout en restant très prudent et en prévenant toujours le service de transplantation des voyages que j'allais effectuer. Ensuite, je me suis investie dans le monde associatif. J'estimais que c'était une manière d'être reconnaissant pour tout le monde. Et depuis 14 ans, je suis présidente de la Fédération de France Greffe Cœur et Poumons. Donc, pour pouvoir vous parler de notre fédération, aujourd'hui, elle regroupe 9 associations réparties sur tout le territoire. Toutes nos associations sont indépendantes, mais profitent de l'agrément des associations de santé que la FGCT a obtenu et nous bénéficient de tous les documents que nous pouvons éditer, des brochures, des fiches sur les médicaments immunosuppresseurs que le docteur Varnous avait eu la gentillesse de nous valider. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Et puis, dernièrement, on a fait attendre la greffe en toute sérénité avec un graphique un peu comme un jeu de loi qui permet aux patients d'attendre de savoir tous les préparatifs auxquels il faut qu'ils s'attendent, aussi bien administratifs qu'au niveau de l'hôpital. Et ensuite, nous travaillons actuellement sur la vie après la greffe. Alors, il devrait y avoir au moins une dizaine de fiches, plus une brochure. Et nous allons faire des formations. On a eu un budget assez important pour donner une formation à nos bénévoles afin qu'ils sachent parler auprès des patients avant la greffe et après la greffe, répondre aux médias, parler dans les lycées, etc. Parce que tout le monde ne sait pas forcément s'exprimer correctement en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est utile que je vous lise tout, mais bon, on travaille beaucoup avec les bénévoles et pour les patients et leurs proches, parce qu'on a fait aussi une brochure attendre la greffe en toute... non, je ne sais plus le nom de la brochure, mais c'était pour les proches du patient, parce qu'on les oublie souvent et ils souffrent autant que nous, malades, peut-être plus, ils sont souvent inquiets, ils n'ont pas toujours les informations et les rencontres avec les cardiologues comme cela serait souhaitable. Voilà. On pourra transmettre les informations aussi, Madame Akabio. On pourra transmettre toutes les informations que vous nous avez données en termes d'association. On pourra le transmettre aussi c'est sur le site. Hein. Ce sera sur le site. Voilà, toutes les brochures, les fiches, tout ce que nous avons fait, vous pouvez les trouver sur le site. Et si vous voulez en papier, il n'y a pas de souci, on vous les poste. Hein. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage. Donc là, vous voyez effectivement une personne qui a une très longue histoire de greffe et qui montre encore une fois l'efficacité de cette thérapeutique. Merci pour ce beau témoignage et également pour tout le travail que vous faites pour aider les patients et effectivement les familles, les aidants qui sont extrêmement importants, qu'on oublie peut-être un peu, mais pas toujours. Hein. On essaye de les intégrer dans la prise en charge de nos patients parce qu'on sait que la transplantation, c'est vraiment un long combat et qu'il faut beaucoup de gens autour de la personne malade pour pouvoir arriver au bout de ce combat. Alors, on a un certain nombre de questions sur le chat et puis qui nous avaient été adressées. Il y a une première question sur le risque du cœur greffé. Il y a certaines personnes qui se demandent si la maladie qu'ils ont, par exemple une cardiomyopathie hypertrophique ou un trouble du rythme génétique, peut se transmettre au cœur greffé.
peut les rassurer, je crois. Oui, absolument. Effectivement, que ce soit des cardiopathies dans le cadre de maladies de Becker ou des cardiopathies type laminopathie avec les mutations identifiées, etc., les patients qui ont été transplantés, il n'y a aucune raison que ça récidive sur le greffon cardiaque. La seule maladie où régulièrement on a la récidive de la maladie sur le greffon cardiaque, et il faut être très attentif par rapport à ça, c'est l'amylose. Et qui malheureusement parfois pour récidiver sur le cœur et de nouveau le patient est en insuffisance cardiaque et son état devient critique. Donc sur les cardiopathies génétiques, non, il n'y a aucune raison pour que ça récidive sur le greffon cardiaque. On peut également les rassurer en leur disant que la sélection du cœur est extrêmement rigoureuse et qu'il est exceptionnel qu'on soit obligé de transplanter un cœur malade. On prend des cœurs, de temps en temps, on passe à côté d'une sténose coronaire, mais c'est dilaté. Mais c'est vraiment exceptionnel, donc vous ne risquez pas non plus d'attraper une maladie du cœur receveur. Alors après, il y a également plusieurs questions sur la sélection des patients. Ils se demandent si tous les insuffisants cardiaques peuvent bénéficier de la transplantation, en particulier certaines maladies. J'ai une question par exemple sur la laminopathie. Est-ce que je peux recourir à la transplantation cardiaque? On a une autre question sur la cardiomyopathie hypertrophique, mais le témoignage de Madame Droguet répond à la question. Oui, quand on a une cardiomyopathie hypertrophique, on peut être transplanté. Oui, moi je pense effectivement, à partir du moment où l'évolution naturelle de la cardiopathie arrive au stade d'insuffisance cardiaque et une insuffisance cardiaque qui n'est plus contrôlée par les médicaments, effectivement la question s'oppose, que ce soit les cardiopathies génétiques, les cardiopathies congénitales, même parfois multi-opérées. Il y a des patients avec antécédents de cardiopathie congénitale qui ont été multi-opérés quand ils étaient petits, ils étaient plus jeunes et qui évoluent à l'âge adulte et qui sont des candidats à la transplantation cardiaque, avec un risque opératoire probablement plus important parce que plus on est opéré, plus l'opération de la chirurgie cardiaque est à risque de saignement, il y a plus d'adhérence, ça colle un peu plus, etc. Donc, il faut être très précautionneux, c'est un peu plus long la durée de l'opération, mais c'est tout à fait envisageable et les patients, pour la majorité, s'en sortent, bien sûr. C'est plus l'état général du patient qui est important pour la sélection. On se pose parfois des questions chez des patients qui ont une myopathie périphérique et une atteinte cardiaque. Je pense que ceux-là aussi peuvent bénéficier d'une transplantation cardiaque. Oui, absolument. Alors, chez les patients qui ont une myopathie associée, les deux points importants, c'est le degré d'atteinte effectivement de myopathie pour pouvoir évaluer l'autonomie du patient, d'une part. C'est son évolution qui intervient également. Et puis, troisièmement, vu que parfois c'est associé à des atteintes du diaphragme et donc peut avoir des conséquences sur les paramètres respiratoires, là aussi, ça nécessite des explorations un peu plus poussées sur le plan exploration fonctionnelle respiratoire. Mais effectivement, surtout, nous, dans notre expérience, il y a plusieurs patients avec myopathie de Becker et qui ont pu être transplantés et qui vont pas trop mal, même si malheureusement la myopathie évolue quand même et qu'il y a des patients qui étaient debout, qui marchaient et qui étaient complètement autonomes, qui se sont, au bout de 10 ans, 15 ans, se sont retrouvés au fauteuil roulant parce que l'atteinte musculaire périphérique évolue. Effectivement, ils sont en vie, ils profitent de leur vie et ils se sont adaptés à leur handicap musculaire périphérique. Mais c'est tout à fait envisageable, absolument. Oui, donc le message, c'est n'hésitez pas si vous avez un doute de prendre, comme l'a dit le docteur Varnous, un avis auprès de cardiologues spécialisés dans les cardiomyopathies dans la science cardiaque ou les centres où on fait de la transplantation pour savoir si vous pouvez être transplanté, si c'est le moment déjà. Et si vous pouvez être transplanté, parce que la transplantation est ouverte à tout le monde. Donc, il y a également plusieurs questions sur, une fois qu'on est sur la liste de transplantation, comment se fait la sélection des patients qui vont recevoir un cœur? Alors, avant le score
effectivement, j'en dis un mot parce que c'est quand même une histoire assez récente encore, c'est que depuis 3 ans qu'on est sur le score. Effectivement, les greffons cardiaques étaient proposés aux équipes à tour de rôle. Et c'était les équipes médico-chirurgicales de transplantation qui, en fonction de compatibilité entre le donneur et le receveur, en fonction de l'état de gravité du receveur, qui décidaient d'attribuer les greffons à un patient parmi, par exemple, 2 ou 3. Pour lequel il était compatible. Par contre, depuis qu'on a un système de score, effectivement, c'est donc vu que les patients sont scorés en fonction de leur gravité clinique et biologique, le greffon l'aurait proposé de façon pratiquement nominative. C'est-à-dire que quand on reçoit un appel, on nous dit en premier c'est pour monsieur X, en deuxième c'est pour madame Y, en troisième c'est pour monsieur Z. Et donc nous, en fonction de l'état de notre patient, autre que voilà, le score, on décide, enfin surtout les chirurgiens cardiaques, décide d'accepter ou pas le greffon pour les 3 patients pour qui ça a été proposé. Donc, c'est vraiment, l'ordre maintenant est établi, c'est presque nominatif, c'est le greffon qui vient chercher le patient, presque. Et effectivement, l'équipe valide ou pas en fonction d'autres facteurs, par exemple immunologiques qui n'est pas dans le score ou d'autres facteurs qui peuvent ne pas être dans le score. Ça, c'est effectivement l'évaluation médicale qui intervient. Alors, j'ai une question à nos 2 témoignages, nos 2 oratrices. Est-ce que vous considérez que votre vie est quasi normale maintenant? On peut peut-être poser la question en premier à Madame Macabio, puisqu'elle a 24 ans de greffe. Et oui, vous félicite, pas encore. Vous avez repris votre activité professionnelle et c'est vraiment... Oui. Mais enfin, j'étais, pour tout vous dire, administrative, j'étais chef du personnel. Donc, je n'avais pas un emploi comme certains que j'ai pu rencontrer à l'époque, parce qu'on était très peu de femmes greffées à mon époque. Il y avait beaucoup d'hommes. Donc, les chauffeurs routiers, les VRP, tout ça, en général, ne pouvaient pas reprendre leur activité à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a certains métiers qu'on ne peut pas. Donc, moi, oui, je considère que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai pu reprendre une vie tout à fait normale. J'ai pu profiter du don qu'on m'avait fait, ça, c'est sûr. Donc, je souhaite la même chose à Louise. Madame Droguier. Pour ma part, moi, je suis quand même encore jeune. un peu dans le processus de rétablissement là pour l'instant. Donc, ça fait pas encore très longtemps. J'ai pas encore repris totalement mes études. J'espère pouvoir reprendre là en janvier. Après, pour l'instant, comme je dis, c'est le début, donc je peux pas trop encore répondre à cette question. Après, c'est sûr que là, déjà, par rapport à il y a quelques mois, oui, je suis à nouveau autonome, je peux refaire à peu près ce que je veux, mais bon, je vous redirai ça dans quelques mois. Et j'ai une autre question, c'est sur le régime. Vous vous habituez, puisque vous aviez un régime à faire avant, un régime sans sel, un régime pas trop sucré. Vous arrivez à adhérer et à vous adapter. Oui, c'est vrai que là-dessus, ça change pas trop. Du coup, j'ai eu l'habitude de faire attention à tout ce qui était salé, trop sucré. Après aussi, oui, je fais attention, mais je veux dire, je suis pas non plus complètement... on a quand même une petite marge on n'est pas non plus à bannir tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé. Donc non, là-dessus, ça ne me dérange pas du tout. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Docteur Varnous vous a montré les chiffres qui font un peu peur. C'est une opération qui est lourde. Il n'y a pas que le geste, il y a le traitement, il y a l'état dans lequel on arrive à la transplantation. Mais c'est quand même un traitement vraiment efficace. Quand on voit les résultats, il suffit d'un cas pour effacer malheureusement les histoires tristes, parce qu'on voit effectivement au quotidien. Donc moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que le docteur Varnous sur le suivi des greffés, mais quand je croise certains de mes patients et que je les ai connus avant insuffisance cardiaque et je les vois greffés, je vois tout de suite la différence. Et c'est une thérapeutique qu'on ne peut pas comparer comme les médicaments où on fait des études. Là, c'est autre chose. C'est un traitement qui marche. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que
vous êtes jeune, Madame Droguet, mais les médicaments vont progresser, la recherche va progresser, on va avoir d'autres anti-rejet, on va avoir d'autres moyens pour soigner les gens. Et donc, il ne faut pas penser à ce qui se passe aujourd'hui, il faut penser effectivement au futur et à toutes les possibilités qui vont pouvoir nous être offertes pour essayer d'améliorer la situation. Monsieur Dulles, est-ce que vous avez une question, une remarque? On ne vous entend pas, il faudrait vous mettre en… Mais voilà. Oui, je voulais poser une question. Madame Macabio, vous aviez précisé qu'il semblait qu'il y avait beaucoup plus de greffés hommes que de greffés chez les femmes. Et donc, dans le cadre de notre action pour la cardiomyopathie contre la cardiomyopathie du péripartum, bien sûr, qui touche que des femmes, il semblerait aussi que le fait d'avoir des enfants et d'avoir un développement d'anticorps élevés, ce qui était d'ailleurs le cas de notre fille, ça peut être un obstacle à la greffe. Et donc, donc, les femmes qui ont eu des enfants, je crois je ne suis pas médecin, donc je parle sous le couvert du professeur de Grotte. Est-ce que le fait d'avoir des enfants ou d'avoir eu des enfants, ça peut être un obstacle supplémentaire à la greffe? Alors, je pense que le docteur Varnous pourrait peut-être mieux répondre, oui. Mais moi, à l'époque, c'est vrai que ça fait bientôt 24 ans, nous étions 2 femmes. Henri Mondor, on était plus d'une dizaine de personnes greffées à peu près à la même époque. Et la deuxième dame, elle avait eu un enfant. Donc, ça ne l'a pas empêché d'être greffée. Mais je laisse le docteur Varnous nous en dire plus. Oui, effectivement, vous avez raison. Le fait d'avoir eu des enfants, c'est un facteur, entre guillemets, qui favorise le développement des anticorps anti-HLA. Et ces patients qui sont immunisés, c'est un facteur de risque périopératoire. Donc, à une époque, c'est un facteur de risque majeur pour les rejets. Et on essayait de matcher, entre guillemets, sur le plan immunologique, le patient et son donneur et le greffon. Et donc, parfois, les patients qui étaient hyper immunisés avec beaucoup d'anticorps parce qu'ils ont eu plusieurs enfants ou qui ont été plusieurs fois transfusés, etc. Et ils attendaient très longtemps et malheureusement, parfois, pour certains, ça se passait mal parce qu'ils n'arrivaient pas à attendre le greffon et ils décédaient sur la liste d'attente. Mais actuellement, dans ce domaine aussi, il y a eu beaucoup de progrès de prise en charge. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ça reste un facteur de risque périopératoire de rejet, mais on a des moyens de traiter ces anticorps en périopératoire, en particulier en utilisant ce qu'on appelle des échanges plasmatiques, qui est une sorte de dialyse qui nettoie et qui épure les anticorps. Oui. On le met en place en préopératoire et en périopératoire dans le premier jour qui suivent, et ça permet de diminuer cette immunité HLA et les anticorps présents et de diminuer le risque immunologique. Mais effectivement, les patientes, les femmes qui ont eu des enfants et qui sont hyper immunisées, ça reste quand même encore un facteur de risque de rejet en post-opératoire. Et on en est très conscient et on essaie d'optimiser au maximum la prise en charge de ces patients en périopératoire. Merci. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, les jeunes femmes qui sont greffées, comme Louise, peuvent très bien avoir des enfants. Alors, absolument. Absolument, en prenant des précautions. Bien sûr. En prenant les précautions, effectivement, il y a des médicaments qu'il faut arrêter quand on a un projet de grossesse, comme par exemple le Cellcept, qui peut être tératogène. On le remplace par d'autres molécules. Et puis, il faut que le suivi soit un peu plus strict et un peu plus rapproché pendant la durée de la grossesse, aussi bien par les obstétriciens qui suivent les grossesses à risque que par l'équipe de transplantation cardiaque. Et voilà. Bon, après, il faut savoir que quand même une grossesse chez une femme greffée en particulier, beaucoup moins chez les hommes, mais chez la femme greffée, est quand même, reste quand même un facteur de risque de rejet. Et donc, il faut vraiment surveiller de près. Mais nous, dans l'année qui vient de couler, on a eu deux jeunes femmes greffées qui sont devenues mamans et c'est très agréable de les accompagner, c'est sûr. Alors, sur le chat,
On a une question sur les greffes un peu complexes, puisque la question porte sur, c'est manifestement quelqu'un atteint d'une cardiopathie congénitale et se pose la question d'un greffe combiné cœur-foie. Est-ce que les greffes combinées sont possibles? Alors, la réponse est oui, absolument. Les données dans les registres internationaux montrent même que ces greffes combinées sont en augmentation en nombre. Alors, le plus fréquent, c'est les greffes cœur-rein. Parce que justement, on disait effectivement que les patients insuffisants cardiaques ont une prise en charge médicamenteuse qui est maintenant beaucoup plus, je dirais, développée. Et donc, il y a beaucoup de médicaments à mettre en place dans leur prise en charge avant qu'il arrive au stade de la transplantation. Parfois, donc, ça fait évoluer la maladie cardiaque avec un retentissement sur la fonction rénale. Donc, certains qui ont particulièrement des facteurs de risque type diabète, hypertension artérielle, ils peuvent avoir une néphropathie sous-jacente, une atteinte rénale déjà liée à d'autres pathologies. Et donc, quand l'insuffisance cardiaque est associée à l'insuffisance rénale avec un débit de filtration qui est inférieur à 30, c'est une indication à double greffe cœur-rein. Et puis pour le foie, il y en a moins, cœur-foie, mais il y en a quand même et c'est en augmentation. Alors pour le foie, effectivement, c'est l'indication la plus fréquente, bien entendu, c'est la cirrhose hépatique qui peut être d'origine cardiaque ou qui peut être d'origine autre, virale, éthylique, etc. Et donc, quand le diagnostic est confirmé, en particulier par une biopsie hépatique, c'est discuté donc collégialement avec l'équipe de transplantation hépatique et parfois les patients peuvent être orientés vers une double greffe combinée en même temps cœur et foie. Le double greffe cœur-rein peut être fait en combiné, donc en même temps opératoire, ou peuvent être en séquentiel, c'est-à-dire on fait d'abord le cœur, le patient reste en dialyse quelques mois après sa transplantation cardiaque, et puis après, dans un second temps, il peut être transplanté du rein. Mais en général, la double greffe cœur-foie, quand il y a une cirrhose hépatique, il veut le faire en même temps de façon combinée. Alors oui. Merci beaucoup. Une dernière petite question avant de conclure, puisqu'il va falloir, comme on dit, rendre l'antenne. C'est toujours la même personne. En ce qui concerne les personnes en surcharge pondérale, est-ce qu'un IMC à 40 est une contre-indication à la transplantation? C'est embêtant. C'est un vrai facteur de risque. C'est un vrai facteur de risque. Après, ça dépend des habitudes des centres et de leur protocole. Mais effectivement, il faut mettre tout en marche pour essayer d'optimiser le poids parce que c'est un facteur de risque périopératoire, surtout d'infection, des médiacées, des infections du site opératoire. Donc, il vaut mieux vraiment optimiser, si on a le temps, d'optimiser, de mettre un suivi en nutrition, etc., pour essayer de baisser le poids. Et puis, parfois, quand on voit qu'on n'a pas trop le temps, nous, la proposition qu'on fait aux patients, c'est de pouvoir les assister et les mettre sur un programme donc, d'éducation thérapeutique, de nutrition, etc., pour qu'ils puissent aussi bien faire des efforts, parce que sous assistance, vu que la pompe, et donc on n'est plus en insuffisance cardiaque, on peut faire de l'exercice, et donc on peut profiter de ces programmes de réadaptation, et donc essayer de perdre du poids et d'être greffé dans les meilleures conditions, parce qu'effectivement, l'immunosuppression est un facteur de risque d'infection, et si on multiplie les facteurs de risque, malheureusement, on peut prendre plus de risques pour le patient. Très bien. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde, Madame Macabio, Madame Droguet, pour votre présentation, votre témoignage, votre participation aussi grâce à vos actions bénévoles au sein de vos associations. C'est extrêmement important. Merci aussi à Monsieur Dulles pour la même chose, pour l'importance de ces associations qui font vraiment un lien entre les patients et puis nous, les médecins. Grand merci au Dr Arnouz pour sa présentation et toutes ses réponses à ces questions. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions. Et je remercie également Madame Lalouette pour tout le support technologique
ainsi que la filière cardiogène pour nous, toutes ces rencontres qui sont extrêmement enrichissantes. Je vous souhaite à tous bonne soirée et puis à bientôt et encore.